retardataires nous prendront. Voilà. Comment les D'accord, professeur. retardataires nous prendront en cours de route, quoi. Ok, c'est compris. D'accord. Donc, bonjour à tous. Je suis Ibrahim Diawara. Je suis de l'Université Soumaré. Vous m'entendez? Oui, oui, si tu peux arrêter ton Oui. partage d'écran, là, juste là. D'accord. Ok. Voilà, merci bien. Bon. Voilà, merci. Ok. Je suis Ibrahim Diawara de l'Université Soumaré. Donc, nous sommes une université basée en Côte d'Ivoire avec un système d'enseignement nord-américain dans les filières telles que la finance quantitative, l'économie quantitative, la statistique et l'actuariat. Ce sont des métiers qui sont peu connus du grand public ou qui commencent effectivement à se développer dans notre sous-région. Et donc, depuis le lundi, nous avons nos journées portes ouvertes et on reçoit des gens, on essaie d'expliquer également la filière que c'est. À travers ces journées portes ouvertes également, on organise d'autres activités, des activités comme le webinaire. Et, nous sommes dans notre quartier webinaire aujourd'hui. Nous avons commencé le webinaire depuis le mardi sur la statistique et les data science. Et donc, un expert, des exposants sont venus partager des expériences, également sur la finance quantitative, l'actuariat. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce webinaire avec la finance quantitative, qu'est-ce que c'est, les métiers également et les débouchés qui y sont. Donc, pour animer ce webinaire, nous avons le professeur Soumaré, qui est le professeur de l'université, qui est le fondateur de l'université Soumaré, qui est également professeur de finance à l'Université Laval au Canada et qui est également fondateur de l'Institut Soumaré de la finance. Je préfère me limiter là pour cette présentation. Il aura l'occasion, lui également, de plus vous donner en fait, son background. Nous avons également M. Angwa, M. Angwa Paul, qui travaille au département des risques au niveau de la Banque africaine de développement et il est basé en Côte d'Ivoire. On a également monsieur Kwasi, qui lui, il est à Vancouver au Canada et également qui partageront l'expérience avec nous. Donc, soyez les bienvenus. Je vais passer la parole au professeur Soumaré qui va donner le mot d'ouverture. Par la suite, et également qui va conduire les échanges. Donc, professeur Soumaré, je vous laisse la parole. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Ibrahim, pour cette introduction. En tout cas, merci beaucoup aux différents panélistes, à Paul Angwa et puis à Kwasi Kwaku, en tout cas, qui sont tous les deux connectés. Et puis, merci aussi au public de nous joindre. L'objectif, en fait, de ce webinaire, justement, c'est que présentement, vous savez, en Côte d'Ivoire, en tout cas, et dans plusieurs pays aussi de la sous-région, les jeunes viennent de terminer leur bac secondaire. Donc, les résultats du baccalauréat sont sortis. Beaucoup de jeunes sont dans des démarches pour s'orienter, pour faire des choix dans des écoles et des universités, mais aussi pour faire des choix aussi des différentes filières dans lesquelles ils veulent s'orienter. Et on a beaucoup de jeunes qui posent des questions qui ne savent pas trop, en fait, là, comment décider, surtout dans les filières quantitatives. Et nous, on a 4 spécialisations, en fait, là, l'actuariat, la finance quantitative, l'économie quantitative, et puis la statistique et le data science. Donc, ce qu'on a décidé de faire, en fait, là, c'est d'initier une série de webinaires dans le cadre de cette semaine de journée porte ouverte, où, en fait, là, à travers ces webinaires, on a des gens, en fait, là, qui pratiquent vraiment dans ces métiers, qui peuvent venir expliquer un peu comment est-ce que ces métiers-là, bon, en tout cas, après ces formations, qu'est-ce que les jeunes peuvent faire avec ce qu'ils obtiennent comme formation, où est-ce qu'ils peuvent se diriger. Donc, on a commencé par la statistique data science, c'était mardi. Mercredi, il y a eu celui, en fait, là, sur l'économie quantitative. Et puis, hier, il y avait celui sur l'actuariat. Et aujourd'hui, on termine par celui sur la finance quantitative là. Donc, aujourd'hui, en fait, là, on a 2 personnes, en tout cas, qui sont avec moi, en tout cas, qui sont vraiment dans ce domaine. Et vous allez vous comprendre pourquoi tout à l'heure, quand je vais les introduire, qui sont vraiment dans le domaine de l'investissement, dans le domaine de la gestion des risques et qui sont, en fait, là, des profils carrément finance quantitative. Et l'objectif, c'est qu'on veut faire, en fait, à travers ces échanges. Bon, je ne pense pas qu'on ait des présentations particulièrement, mais ce sera des échanges en fait. Là. Donc, je vais les interpeller, ils vont expliquer un peu, donner un peu leur parcours, dire un peu ce qu'ils font dans leur quotidien, dans ce qu'ils font en fait là, dans leur quotidien de tous les jours. Et puis après, bon, le public, vous allez pouvoir poser des questions. Si vous avez des clarifications que vous voulez sur certains aspects, mais vous allez pouvoir les interroger là-dessus. Donc, c'est un peu le format qu'on va adopter en tout cas pour cet après-midi-là. Et l'objectif vraiment, c'est que les jeunes qui sont connectés, aussi bien ceux qui viennent d'avoir le bac, ou bien même ceux qui ont des diplômes, qui ont déjà fait des licences, qui veulent faire des masters dans ces domaines-là, mais bon, ils peuvent poser des questions, avoir des clarifications à partir de ces 2 experts qui sont là. C'est vraiment principalement la façon dont on va procéder. Donc, sans plus tarder, en fait, là, je vais commencer à présenter, en fait, là, les 2, mais je vais les présenter vraiment de façon sommaire parce qu'après, je vais les interpeller pour qu'ils présentent un peu plus en détail aussi, en fait, là, par rapport à ce qu'ils font
et puis ils auront l'occasion de parler un peu plus d'eux là. Donc, si je commence avec Paul Angwa, donc Paul Angwa, lui, il est Paul Angwa, en fait, là, d'abord, si je commence avec sa formation académique, donc au niveau de la formation, il a d'abord une licence même en mathématiques de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. Il a après fait ingénieur statisticien économiste à l'NCA d'Abidjan. Et après l'NCA d'Abidjan, il a enseigné quelques années à l'NCA même d'Abidjan avant de s'envoler après pour la France, où il a fait un 2 à l'Université Paris-Dauphine. Et après le 2 à l'Université Paris-Dauphine, il est venu à l'Université Laval au Canada, où il a fait un MBA en finance à l'Université Laval. Et donc, après, en fait, là, sa formation à l'Université Laval, il a exercé quand même pendant plusieurs années au Canada ici, donc pendant plus d'une dizaine d'années. D'abord, il a commencé dans une banque au Canada ici, une des grosses banques du Canada. Vous savez, il y a 6 grosses banques à au Canada ici, une de ces 6 banques-là, qu'on appelle la Banque nationale du Canada. Il a exercé à la Banque nationale du Canada pendant plusieurs années. Je pense que tout à l'heure, il aura l'occasion d'expliquer un peu ce qu'il faisait là-bas. Et après ça aussi, il est allé à la Banque Laurentienne aussi du Canada, une autre banque du Canada aussi, en qualité de vice-président adjoint au département de gestion des risques. Et donc, après cette carrière bien remplie au Canada, il a décidé en fait là de rentrer en Afrique, donc principalement en Afrique de l'Ouest. Donc, quand il est rentré, il a occupé le poste de directeur du département d'analyse des risques de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO d'abord. Et donc, après quelques années dans cette banque-là, n'a pas duré tant que ça, en fait, là, dans cette banque. Il a rejoint après l'équipe, en fait, là, de la Banque africaine de développement comme un fonctionnaire international en charge, en fait, là, des risques, où il est chargé en chef des risques quantitatifs. Et bon, pendant ses fonctions aussi, il a eu à assurer aussi la responsabilité du chef de division par intérim d'un des départements là-bas aussi, pendant qu'il est là. Mais son rôle principal là-bas, c'est de charger en chef des risques quantitatifs à la Banque africaine de développement depuis un certain nombre d'années. Donc, la Banque africaine de développement, bien évidemment, qui est basée en Côte d'Ivoire, mais qui couvre quand même qui couvre tous les pays africains là. Donc, tous les pays africains sont membres de cette Banque africaine de développement. Donc, voilà, de façon sommaire, présenter en fait là le profil de Paul Angwa. Donc, vous voyez que c'est quelqu'un au niveau de la gestion des risques qui est beaucoup aguerri avec toutes ces expériences qu'il a eu à accumuler. Et comme je l'ai dit, au cours des échanges, vous allez pouvoir, en tout cas, lui poser un peu plus de questions aussi pour qu'il donne des clarifications là-dessus. L'autre expert qu'on a avec nous, c'est Kwasi, en fait, Kwaku. Donc, Kwasi Kwaku, lui, il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur d'abord. Donc, il est un ingénieur électrotechnique de l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, donc l'INPHB. Ensuite, en fait, il a fait un master en finance quantitative à l'Université du Québec à Montréal, donc au Canada même. Et après aussi, il a les certifications en fait de CFA. CFA, c'est Chartered Financial Analyst, donc analyse financière agréée, et de Professional Risk Manager aussi. Donc, c'est 2 certifications qu'il possède. Au-delà de ces diplômes-là, Kwasi a eu à exercer en fait là dans plusieurs, en tout cas je dirais auprès des grands gestionnaires vraiment du régime de retraite au Canada ici, et notamment en fait là où il exerce actuellement qui est BCI. BCI c'est British Columbia Investment Management Corporation, qui est un des gros fonds d'investissement en fait ici au Canada, au niveau de la Colombie-Britannique. Il a exercé à la Caisse de dépôt et de placement aussi. Il a exercé à PSP Investment aussi. Donc, vous voyez en fait qu'il est passé vraiment chez les gros gestionnaires du fonds. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment très aguerri au niveau de tout ce qui est gestion, au niveau de la gestion des fonds. Et dans ces différentes structures, il a eu à diriger des équipes de gestion de risque, de marché, développer des analyses de risque et mis en œuvre aussi des modèles et des méthodologies en fait là, propriétaires. Et donc, si vous regardez un peu présentement, son rôle, c'est vraiment senior manager de risque d'investissement, investment risk. Mais avant ça, en fait, il a eu à faire du market risk aussi. Donc, comme il a eu à faire du quantitative risk analysis et puis measurement aussi, dans la mesure, l'analyse du risque quantitatif et aussi l'évaluation en fait là du risque aussi. Donc, en tout cas, pour vous dire en fait là que c'est vraiment quelqu'un de très aguerri dans tout ce qui est en fait là au niveau de la gestion des fonds, l'analyse des risques d'investissement aussi, au niveau de ces différents types de structures là. Donc, vous aurez compris qu'en fait là, on a 2 experts vraiment de la finance et de la haute finance qui sont les personnes les plus appropriées vraiment pour pouvoir répondre à vos différentes questions. Si jamais vous avez des questions ou vous voulez des éclaircissements par rapport à ces éléments. Donc, sans plus tarder, je vais leur passer la parole parce que l'objectif, c'est de les entendre et non pas forcément de m'écouter pendant tout ce temps. Je vais commencer fort probablement par Paul. Voilà. Donc, Paul, je vais t'interpeller. Si jamais tu peux, en tout cas, je sais que je t'ai présenté, mais si tu peux quand même revenir un peu sur ton parcours
professionnel. Et puis, bon, en tout cas, à partir de là, donner un peu quelques éléments en fait, au public par rapport à qu'est-ce que tu fais. Et puis, bon, à partir de là, je pense que d'autres questions viendront après, quoi. Toi, ton micro est fermé. Oui, OK. Bonsoir à tous. Merci, professeur, pour cette opportunité que tu nous offres toujours là de pouvoir parler de nous, de partager notre expérience avec nos jeunes frères pour pouvoir les aider à mieux s'orienter. Je pense qu'au niveau de la présentation, tu as quand même pas mal, disons, fait ma présentation, on va dire de façon globale. Je vais peut-être revenir sur un certain nombre d'éléments qui vont permettre à nos amis connectés de mieux comprendre un peu dans les différents rôles et tout ça. Bon, qu'est-ce qu'on faisait, on a fait quoi, ainsi de suite. Donc, comme le professeur l'a dit, depuis en fait que j'ai fini mon MBA en finance à l'Université Laval, je me suis orienté en gestion des risques, particulièrement le risque de crédit. Donc, ma première fonction à la Banque nationale du Canada, c'était comme analyste senior en gestion de risque de crédit. Et à ce niveau-là, dans les premières années, mon rôle consistait à, disons, aider l'organisation à mettre en place des processus automatisés. Des processus et puis, on va dire, des apps automatisées pour permettre la prise de décision. Parce que dans le contexte, à l'époque, c'était de permettre à ce que, au lieu que pour tous les dossiers de crédit, on aille éplucher les dossiers un par un, la banque voulait avoir des modèles mathématiques qui leur permettaient de prendre des décisions automatisées, de telle sorte que pour les dossiers de moins de, par exemple, $100,000 canadiens, la décision puisse être prise rapidement, sans qu'un officier de crédit ait à prendre les papiers et à lire tous les dossiers. Donc, c'est comme ça que j'ai intégré la banque. Donc, on a développé des modèles, des apps de décision pour aider l'organisation à mettre en place des processus automatisés de prise de décision. Donc, vous voyez que dès que j'ai commencé, je me suis lancé déjà dans la finance quantitative où il fallait utiliser des analyses mathématiques, statistiques et économétriques pour pouvoir concevoir des outils pour la prise de décision. Et plus tard, je me suis orienté vers, disons, l'estimation de tout ce qui est paramètres de risque, c'est-à-dire développer les modèles pour pouvoir estimer les principaux paramètres de risque de crédit qui sont la probabilité de défaut, la perte en cas de défaut et puis l'exposition en cas de défaut. D'ailleurs, à un moment donné, en gravissant les échelons, j'ai été le directeur principal du département qui était en charge de tous les modèles, et puis pour estimer les paramètres de risque. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons été la cheville ouvrière, disons, de la mise en œuvre des accords de Bâle II pour la Banque nationale du Canada. Donc, après cet épisode, bon, j'ai été au département du risque de marché où j'ai été le directeur principal en charge de la quantification des risques de marché. Donc là également, vous savez que bon, une banque ne fait pas seulement, disons, des prêts. La banque aussi a un portefeuille d'investissement qu'il place sur les marchés boursiers. Donc, il s'agissait à l'époque de mesurer le risque de ce portefeuille de prêts-là, d'investissement, et d'établir à partir des différents outils mathématiques qu'on appelle souvent la méthodologie de VAR, les Grecs et tout ça, d'établir des limites pour que les négociateurs, les traders, qui font l'interface avec le marché, ils puissent être encadrés de façon quotidienne dans leur prise de décision. Et également, ces paramètres qu'on estimait, la valeur à risque, nous permettaient d'estimer le capital que l'organisation devait mettre de côté pour couvrir les risques inhérents à ce portefeuille-là. Donc, bon, c'est plus tard que je suis revenu, je suis allé aussi à la Banque nationale, à la Banque Laurentienne. Là-bas également, j'ai fait de la modélisation. J'étais le vice-président adjoint en charge de la modélisation. On a fait de la modélisation des pertes anticipées, particulièrement dans la mise en œuvre des normes IFRS 9.
qu'on devait implémenter. Donc, bon, j'ai été en charge de ça. Également, l'organisation devait aller vers les accords de Bâle II. Bon, j'étais aussi le leader pour pouvoir amener la banque dans cette direction. Plus tard, donc, je suis revenu en Afrique et à la banque, à la BIDC, qui est la banque d'investissement de la CEDEAO à Lomé. Là, j'étais en charge de tous les risques de l'organisation. Et à ce titre, bon, je couvrais tout, que ce soit la gestion du capital de l'organisation, que ce soit le risque de liquidité, que ce soit le risque opérationnel, le recouvrement, tout le processus de risque et tout ça était sous ma responsabilité. Et donc, c'est-à-dire tout ce que je faisais comme j'ai fait dans mon parcours passé, comme analyse, comme étude, et tout ça me servait vraiment de façon quotidienne dans les décisions que je prenais, dans les politiques qu'on mettait en place, et puis dans les rapports qu'on devait développer pour pouvoir gérer au mieux les risques de l'organisation. Donc, depuis 2018, comme le professeur l'a dit, je suis à Abidjan, la Banque africaine de développement, au département de risque, et nous sommes en charge de la gestion du capital de la Banque africaine de développement, et nous développons tous les modèles mathématiques qu'il faut pour pouvoir gérer ce capital-là avec tous les paramètres qu'il faut, avec les notations qu'il faut pour les pays qui empruntent avec l'organisation, les entreprises qui empruntent auprès de la BAD. Nous développons également des modèles mathématiques pour les noter, afin que l'organisation, la BAD, puisse avoir une idée du profil de risque de l'entité à qui, disons, elle prête. Donc, c'est un peu ramasser mon parcours professionnel, hein, et puis j'ai profité pour donner un peu, bon, de façon pratique, qu'est-ce qu'on faisait, mais on aura l'occasion de revenir sur certaines choses par rapport à certaines questions que vous avez posées, et ainsi de suite. Donc, je vais m'arrêter là. Merci, professeur. En tout cas, merci beaucoup vraiment, Paul, pour le détail sur ce parcours très riche, vraiment en enseignement, très riche en enseignement. C'est sûr qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus. Je vais juste donner la parole à Kwasi. Donc voilà, comme on est dans la phase des introductions, pour ceux qui veulent poser des questions, apprêtez-vous. Déjà, vous avez le bouton même en bas où vous pouvez lever la main pour prendre la parole. Donc, vous allez pouvoir le faire tout à l'heure. Mais juste après, Kwasi, je vais pouvoir vous donner la parole pour pouvoir interagir avec les intervenants là. Donc, Kwasi, je pose la même question aussi. Si tu peux présenter aussi, donner ton parcours et puis bon, dire comment est-ce que, bon, avec la finance quantitative, en tout cas avec le profil quantitatif, comment est-ce que l'utilisation de ce profil-là, en fait, dans ce que tu as eu à faire, quoi. D'accord. Merci Youssoufou. Merci Paul pour cette présentation très riche. Puis, salut aussi, je pense que c'est la première fois qu'on se voit, qu'on se rencontre. Pourtant on aurait dû. On aurait dû, oui. D'accord. Donc, c'est ça pour moi, effectivement, j'ai commencé ma carrière en tant qu'analyste, analyse de risque de marché à PSP. C'est ça. Là, une fois que j'ai fini ma maîtrise en ingénierie financière, en finance appliquée à l'UQAM, j'ai rejoint en tant que stagiaire au début. Mais en quelques mois, ils m'ont converti en analyse à temps plein. Donc, ce que je faisais, c'était plutôt d'utiliser le système de risque pour charger les positions que prenaient nos gestionnaires de portefeuille dans le système de risque. Il faut dire qu'en ce moment, en 2008, PSP était très embryonnaire, il venait de commencer. Donc, tout était embryonnaire. On devait tout bâti de zéro, que ce soit pour les mesures de risque, que ce soit pour les systèmes de risque, que ce soit pour développer les rapports, tout devait être bâti pratiquement de zéro. Donc, moi, mon rôle, c'était plutôt d'utiliser ma connaissance des produits financiers pour charger ces positions-là dans les systèmes de risque afin qu'on puisse quantifier les risques comme Paul avait dit, les risques tels que la valeur à risque, qui est une méthode statistique pour évaluer le risque. Donc, effectivement, c'était ça que je faisais. Et ensuite de ça, je produisais des rapports. Donc, comme je dis, on bâtit des rapports de zéro. Quelles sont les informations à mettre dans ces rapports-là pour pouvoir aider les gestionnaires de risque à savoir un peu c'est quoi le niveau de risque qu'ils prennent par rapport à leurs
leurs espérances de rendement. Donc, globalement, c'est ce que je faisais. Donc, vu ma connaissance des produits financiers, l'utilisation des systèmes de risque, rapidement, après 2 ans, j'ai rejoint la Caisse des dépôts, qui est aussi un des plus gros fonds de pension au Canada ici. Là-bas, mon rôle, c'était de mettre à niveau le système de risque. Donc, quand j'arrivais après la crise de 2008, il y a eu beaucoup d'investissements, beaucoup disons, d'emphase sur la gestion des risques, sur les mesures de risque, sur la quantification des risques, parce qu'il y a eu la crise de 2008-2009. Donc, beaucoup d'emphase ont été mis. Donc, on mettait à niveau les systèmes de risque, assurer qu'on mesure correctement les systèmes de risque. Donc, l'un de mes rôles, c'était la mise à niveau du système de risque. Juste après ça, qu'on a mis à niveau le système de risque, j'ai gravi l'échelon et je suis passé à un niveau plus élevé où mon rôle était plutôt d'utiliser ma connaissance de risque, ma connaissance des produits financiers pour aider les gestionnaires de portefeuille à analyser leur stratégie d'investissement au niveau du portefeuille global ou overlay qui vient en fait au-dessus des différentes classes d'actifs. Donc, ce que je faisais un peu plus en détail, c'est que les gestionnaires de portefeuille ont des stratégies qu'ils veulent implémenter et l'idée, c'est de voir c'est quoi les différents risques, c'est quoi les niveaux de risques qu'ils peuvent avoir, c'est quoi les drawdowns, c'est quoi le maximum de pertes qu'ils pourraient avoir, ainsi de suite. Donc, tout ça est basé sur des analyses quantitatives, sur des mesures qu'on doit développer. Un des projets que j'ai réalisé, par exemple, c'est l'encadrement des produits dérivés. Donc, un gestionnaire de portefeuille peut, par exemple, vendre des options. Et en vendant des options, il collecte des primes, des options qui sont out of the money. Il va collecter des primes, mais il y a un risque énorme, pratiquement illimité sur ces produits-là. Mais en collectant des primes, c'est comme s'il fait de l'argent. Comment est-ce qu'on mesure ce niveau de risque illimité qu'il est en train de prendre pendant qu'il fait de l'argent? Donc, on a développé des méthodologies de bootstrapping pour s'assurer que les risques qu'ils sont en train de prendre sont dans les limites qui ont été établies. Donc, j'ai travaillé à la Caisse pendant presque 7 ans avant de m'envoler, disons, dans l'Ouest, qui est dans l'Ouest du Canada, donc à Victoria, en Colombie-Britannique. J'ai commencé en tant que senior analyste pour implémenter également le système de risque parce que j'ai beaucoup utilisé le système de risque, donc j'ai implémenté le même système de risque que j'ai utilisé à PSP et à la Caisse, je l'ai implémenté à BCI. Après l'implémentation, j'ai eu une promotion et là, mon rôle est plutôt en modélisation. Donc, modélisation des risques, risques de marché, principalement risques de contrepartie et autres. Donc, développer des politiques ou développer on appelle ça des procédures, des directives, des procédures pour encadrer les concentrations, les niveaux de concentration, les niveaux de risque de marché. Et je pense que le plus important, c'est d'avoir développé un modèle de risque de telle sorte que maintenant nos gestionnaires de risque sont mesurés et en termes de leur bonus, je pense qu'on appelle ça comme un 13e mois au pays, leur bonus est basé sur cette mesure de risque-là. Donc, leur rendement, leur performance est maintenant ajustée au risque et ce risque-là a été développé en interne pour s'assurer que le niveau de rendement qu'ils génèrent est quand même ajusté au niveau de risque qu'ils prennent. Donc, en supposant qu'un deux gestionnaires de portefeuille génèrent le même rendement, mais un qui prend plus de risques, on veut favoriser, en fait, celui qui a pris moins de risques pour générer le même niveau de rendement est comme plus performant en tant que tel, si on veut le dire, comparé à celui qui a généré le même rendement en prenant plus de risques.
Donc ça, c'est ce qu'on utilise maintenant pour calculer le bonus des gestionnaires de portefeuille. Donc, étant donné cette nouvelle approche pour les bonus, j'ai dû, pour aider les gestionnaires de portefeuille, leur développer des outils de simulation pour s'assurer qu'au jour le jour, ils comprennent d'abord c'est quoi le risque, ils comprennent aussi comment est-ce que les positions qu'ils prennent, les investissements qu'ils prennent peuvent affecter leur niveau de risque. Donc, pour les aider à ce niveau-là. Et là maintenant, comme Youssouf l'a dit, en tant que senior manager, ce que je fais, c'est plutôt de l'idée de l'idée une équipe qui fait non seulement la modélisation des risques de marché, risques de contrepartie, tout ce qui est encadrement au niveau des produits dérivés, mais aussi de faire comme un oversight de tous les gestionnaires de portefeuille actifs au niveau des public markets à BCI. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour peut-être s'il y a des questions avant de continuer, disons. Merci beaucoup vraiment. En tout cas, je vois que assez d'expérience, vraiment très, très riche en expérience. En tout cas, moi, quand je vous écoute, vous deux, je suis très fier vraiment. Et puis, je veux souligner que c'est des purs produits, en fait, là, de l'école ivoirienne. Donc, je veux juste que nos jeunes qui sont là comprennent, en fait, là. Et un des objectifs pour nous aussi, c'est de montrer, en fait, là, que, bon, vous avez des gens qui sont arrivés à ce niveau-là, mais qui ont souvent les mêmes backgrounds que vous, là. Ils sont allés dans les mêmes écoles publiques, dans les écoles à Dimbokoro, à Korogo, à Man, ainsi de suite, qui ont fait ces lycées, qui ont eu leur bac au pays, qui sont allés dans les écoles au pays, qui ont étudié au pays. Et après, vous voyez comment est-ce qu'ils rayonnent vraiment à l'échelle internationale et qui sont en train de faire vraiment de la haute finance là. Donc ça, c'est vraiment impressionnant. En tout cas, félicitations vraiment à vous deux pour ces parcours-là. Et j'espère bien que ça va inspirer vraiment énormément nos jeunes qui suivent là. Et un des objectifs aussi qu'on se donne au niveau de l'université Soumaya, c'est de pouvoir en fait là aussi prendre ces jeunes-là et de leur donner ce niveau de finance de qualité. Voilà. Donc, ceux qui viennent par exemple en finance quantitative pour nous, c'est de pouvoir leur donner exactement le même type de finance. Bon, vous avez de la chance, vous êtes allé au Canada, vous avez étudié après au Canada, mais on a certains jeunes qui n'ont pas cette chance nécessairement d'aller de sortir du pays ou qui ne veulent pas nécessairement sortir du pays aussi. Mais comment est-ce qu'on peut rester à Abidjan, avoir une formation aussi de qualité de ce niveau-là, en fait, là, de tous les éléments dont on est en train de mentionner, les produits dérivés, la gestion du risque de marché, du risque de crédit, l'allocation du capital, la gestion, tous ces éléments-là dont on est en train de parler, même la performance ajustée pour le risque et autres, tous ces éléments-là, comment est-ce qu'on peut le faire en suivant une formation à Abidjan et puis pour pouvoir être aussi compétitif que n'importe qui en fait qui ira à l'international et pour pouvoir diaboler dans le même message-là. C'est ce qu'on essaie de faire en fait comme formation vraiment des jeunes qu'on forme actuellement à Abidjan. Et je pense qu'en fait là, le pari, on le réussit quand même relativement bien. Donc, bon, je pense que maintenant, on va ouvrir. Donc, s'il y a des jeunes qui veulent, j'ai un certain nombre de questions qui vont venir après, mais s'il y en a qui veulent poser des questions, ou en tout cas à nos panélistes, mais allez-y. Vous avez, bon, idéalement, pour avoir un peu d'organisation, si vous pouvez utiliser le bouton qui est en bas, là, vous avez un bouton en bas qui est en fait un bouton qui est un peu devant le mien, c'est écrit réaction. En bas de ça, c'est écrit lever la main. Voilà, donc vous pouvez cliquer juste là-dessus et puis je vais vous donner la parole, quoi. Donc, ceux qui veulent pouvoir poser des questions à nos panélistes, allez-y et puis je vais pouvoir vous donner la parole, quoi. Ça va permettre d'avoir une meilleure organisation à ce niveau-là. Est-ce qu'il y en a qui veulent poser des questions déjà à ce stade-ci? OK. Donc, pendant qu'on attend, si j'ai une question pour toi, en fait, parce qu'en général, quand les gens veulent venir, par exemple, à la finance, donc à partir du lycée, bon, souvent, les gens vont les conseiller souvent d'aller faire peut-être soit, en tout cas, des trucs en administration, en gestion, avant de venir en finance, qui n'est pas forcément mon avis nécessairement, en fait, là. Je pense que Paul, toi et moi, on n'a pas eu ce type de parcours. On est passé d'abord par des maths, des diplômes d'ingénieur avant d'arriver à la finance. Parce que, mais toi, particulièrement, je regarde ton parcours, tu as fait d'abord ingénieur électrotechnicien et après, tu es venu à la finance. Est-ce que ça a un avantage, en fait, là, d'avoir ce type de parcours particulièrement ou en tout cas? Écoute, que mon parcours est un peu atypique, disons.
Et ça, j'ai fait le diplôme d'ingénieur à l'INP avec les classes préparatoires. J'imagine que Paul aussi a dû faire la même chose pour passer à l'INP. C'est ça, mais j'ai fait les classes préparatoires, beaucoup poussé sur les mathématiques, sur les physiques et tout. Mais en passant, comme tu disais, on a fait nos parcours vraiment du pays. Moi, j'ai fait le lycée de Boisflé. J'ai fait tout mon parcours de la 6e en terminale à Boisflé. Puis, j'ai eu l'entrée à l'INP pour faire les classes préparatoires et après le diplôme d'ingénieur en électrotechnique. Donc, c'est vraiment des mathématiques poussées, c'est de la physique, la science et tout. J'ai travaillé 3 ans après mon diplôme d'ingénieur à Yamoussoukro. C'est ça. Effectivement, quand je suis arrivé au Canada pour la maîtrise en finance, en gros, pourquoi est-ce que j'ai décidé d'aller en finance? C'est une question que quelqu'un peut se poser. C'est vraiment venu. J'ai fini en 2000, donc on nous appelle les ingénieurs 2000. Donc après 2000, bon, c'était pas très. Il y a eu beaucoup de crises. Il y a eu des crises en Côte d'Ivoire et tout. Donc, durant ces moments-là, je travaillais à Général Régulation, ça n'allait pas très bien. Et puis, la gestion, à ce moment-là, n'était pas très bien aussi au niveau de la compagnie. Des gens qui ramenaient de l'argent comme des commerciaux et tout ça était mis à la porte. Et puis, donc je me posais la question, est-ce que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne quand j'ai une compagnie, quand j'ai une entreprise? Donc, pour moi, l'idée, j'allais aller en finance pour revenir au pays, peut-être créer mon entreprise, avoir la partie technique et puis aussi avoir la partie comme gestion de compagnie. Mais donc, c'est pour ça que j'ai décidé en fait d'aller en finance pour avoir en fait les deux côtés de la médaille, un peu la technique, mais aussi au niveau de la gestion. Mais quand je suis arrivé au Canada pour la finance, je suis tombé en amour avec la gestion de risques, les finances quantitatives et tout. Donc, pour moi, quand je suis arrivé, ayant fait l'INP, ayant fait les classes préparatoires, j'ai trouvé vraiment assez aisé, assez facile la transition en fait. C'est vrai que au début, euh, dans la classe, on pose la question, c'est qui connaît une option? Et puis, j'étais comme le seul dans la classe qui ne savait pas c'est quoi une option parce que j'avais jamais entendu parler de ça. Mais maintenant, ça va. Donc, avec cette base quantitative déjà que j'ai acquis, les mathématiques, les physiques, c'était vraiment très facile de comprendre en fait les bases de la finance quantitative, de transférer en fait cette connaissance-là en finance. Donc, je dirais que j'ai fait ma maîtrise comme haut les mains. J'étais étudiant international, étudiant étranger, je ne travaillais pas, je faisais qu'étudier. Mais je dirais que je me tournais un peu les pouces en fait parce que c'était trop facile. Donc, tout ce que j'avais à faire, c'est de comprendre les bases de la finance. Mais tout ce qui était quantitatif, déjà, j'avais déjà acquis ça. Donc, pour moi, c'est une transition facile. Commencer quantitatif, je pense que c'est mieux que d'aller faire d'autres choses. Je ne vais pas dire. En tout cas, c'est ça. Quantitatif, je pense que si tu veux aller en quantitatif, que je vous encourage à le faire. Vous avez l'opportunité de le faire directement au pays et tout. Et je pense que c'est vraiment l'idéal. Et puis, chapeau, Youssouf, pour cette initiative-là. Et pour donner l'opportunité à nos jeunes frères de le faire directement à partir du pays. À toi, merci beaucoup, Kwasi. En fait, je suis d'avis avec toi que, en tout cas, avoir une base quantitative, en tout cas, ça aide après un peu dans tout. Enfin, peut-être qu'on est un peu biaisé. Paul aussi, je vais interpeller Paul là-dessus aussi, parce qu'on a un peu les mêmes bases quantitatives, un peu plus, en tout cas, plus ou moins, Paul, lui, il est passé par l'Université Félix Houphouët-Boigny, je prends une licence en mathématiques aussi. Et donc, Paul, si tu peux nous dire un peu aussi, en fait, avec ce parcours non typique de quelqu'un qui n'a pas fait la finance du tout avant, qui est parti par les maths, et puis après, bon, c'est sûr que l'INSEA aide un peu, mais en ce moment, dans l'INSEA, il n'y a pas de spécialisation en finance, hein, en tout cas.
En tout cas, dans mon temps, quand j'ai fait l'INSEE, il n'y avait pas de spécialisation en finance. Voilà, donc Paul, il est un peu plus jeune que moi. Vous savez, Paul et puis Kwasi, on a des choses en commun, on fait, mais un peu différemment. Paul, on a tous fait l'INSEA d'Abidjan, mais j'ai fait l'INSEA bien avant Paul, beaucoup d'années plus, en tout cas, un peu plus vieux que lui quand même, là, c'est ça, beaucoup d'années avant. Et puis après, bon, on a fait la même université Laval aussi ici, mais pas les mêmes périodes aussi. Kwasi, ce qu'on a en commun, je dirais Kwasi, c'est que j'ai vécu en Colombie-Britannique aussi. Voilà, donc voilà, c'est ça. Et actuellement, Kwasi est à Vancouver en Colombie-Britannique. Donc j'ai vécu là pendant 4 ans, c'est là-bas j'ai fait mon doctorat. Donc on a des choses en commun. Ok, donc Paul, je viens vers toi et puis il y a quelqu'un qui a la main levée, mais je viens vers Paul. Paul, juste en fait là, sur cet aspect-là, l'aspect quantitatif là, et puis je vais pouvoir passer la parole à celui qui a la main levée, quoi. C'est écrit Toshiba. Ouais. OK. Merci, professeur. Je pense que c'est une très bonne question, hein, parce que souvent, bon, avec le recul, on arrive à dire que, bon, peut-être, je ne sais pas si on se met sur un pied de salle ou quoi, on se dit, quand on a une base quantitative, on a un esprit ouvert pour faire beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et puis d'ailleurs, quand je regardais ta question, la question que tu as posée à Kwasi tout à l'heure, mais je pense que quand j'ai commencé à faire on va dire la finance à l'Université Laval, c'est là que je me suis rendu compte que une bonne partie, pour ne pas dire les nouveaux financiers de l'ingénierie financière, la plupart avaient une base, c'était des physiciens. C'était des physiciens. Je pense même ton collègue Vanson, là, il était physicien, je pense, là. Il est ingénieur génie civil à la base. Voilà. Donc, c'est là que je me suis rendu compte que, en fait, quand on a une base quantitative, ça nous ouvre des portes dans beaucoup de domaines. On peut s'adapter un peu partout. Donc, ce qui fait que, bon, quand la conception de dire, OK, si tu veux faire la finance, par exemple, on va dire la conception africaine, quand tu veux faire la finance, il faut d'abord aller faire l'administration et tout ça. Moi, je pense que c'est une vue relativement limitée par rapport au continent actuel. Parce qu'ici, souvent, lorsqu'on parle de finance, les gens voient tout de suite administration et comptabilité. C'est ça qu'ils voient dans la finance. Donc, ce qui fait qu'ils vont essayer d'orienter les jeunes dans ce sens. Alors que la finance est beaucoup plus vaste. Et particulièrement, la finance quantitative est beaucoup plus vaste et souvent n'a rien à voir même avec l'administration ou ce qu'on appelle DAF en Côte d'Ivoire. Voilà. Alors que quand quelqu'un veut faire la finance en Côte d'Ivoire, souvent, les gens voient automatiquement directeur des affaires financières, des choses comme ça, qui est beaucoup plus une ramification, on va dire, de la comptabilité. Donc, bon, nous, on est, bon, on a dit professeur, nous, on était mathématiciens à la base. On allait faire la statistique, économie. Et puis, honnêtement, c'est vrai, comme tu l'as dit, à l'époque, moi-même, au moment où j'étais à l'NCA, au moment où je finissais, c'est là qu'ils ont commencé à mettre les options. Mais les options n'étaient pas développées. Et j'ai eu comme ça envie de faire de la finance. Mais bon, malheureusement, l'option n'était pas développée. Et quand j'ai fini, j'ai commencé à travailler à l'NCA et maintenant, il s'agissait d'aller faire un doctorat. Et puis, on dit, OK, je vais m'orienter en finance. Donc, c'est comme ça que j'ai cherché un programme en finance. Bon, on va dire à l'époque, je n'avais pas une bonne compréhension de l'aspect de la finance, on va le dire. Donc, bon, j'ai été admis dans un programme de 2EA en finance et économie internationale. Et bon, on va dire, après l'année de 2EA, je suis resté sur ma faim au niveau de la finance. C'est vrai, j'ai fait Black & Scholes, j'ai fait une bonne partie des trucs quantitatifs, mais je suis un peu resté sur ma faim. D'où mon intérêt à un moment donné de dire non, je pense que la finance que je veux faire, je ne l'ai pas vraiment fait. C'est vrai, il y a une banque quantitative, économétrie, mathématiques, statistique, économie, mais la finance, là, je pense que ça me manque. Donc, c'est comme ça que je suis allé à l'Université Laval. D'ailleurs, quand j'arrivais à l'Université Laval, on va dire que j'étais un peu ambivalent parce que j'avais une inscription en ingénierie financière et puis j'avais une inscription en MBA finance. Et là, j'étais là, j'ai dit, j'ai fait quoi? Mais à un moment donné, j'ai dit, bon, j'ai une base quantitative. Ce qui me manque, c'est l'aspect finance. Donc, ingénierie financière, peut-être on va accentuer davantage sur le quantitatif, alors que cet aspect-là, je pense que je l'ai suffisamment. Donc, je vais beaucoup plus faire le MBA en finance où je vais aller développer davantage les aspects
purement finance, pour avoir le profil, on va dire, typique finance quantitative. Donc, c'est comme ça que j'ai fait mes choix pour me retrouver finalement à faire, on va dire, bon, la finance quantitative. En tout cas, merci beaucoup, Paul, en tout cas, pour ces éléments additionnels. Ces éléments additionnels, effectivement, je suis d'accord, hein, parce que, bon, au pays, très souvent, quand on entend parler de finances, en général, on va parler de finances, on fait comptabilité, finance, on les met ensemble, et puis les gens, en général, en fait, il y a beaucoup de choses que les gens appellent finances, mais pour nous, c'est des comptables. Et d'ailleurs, en Amérique du Nord, ici, en fait, les départements sont séparés. En général, les départements de comptabilité sont à part à l'université, et puis les départements de finances sont complètement à part. C'est comme moi, je suis prof de finance, mais je ne suis pas prof de comptabilité. On a deux départements complètement séparés, là. Donc, ça, c'est important, en fait, là, de le savoir pour les jeunes. Donc, il y a un qui a levé la main, Toshiba. Donc, je vous donne la parole. Si vous pouvez, en fait, là, vous présenter, nous dire, en fait, là, bon, votre nom et puis, en tout cas, qu'est-ce que vous faites. Et puis, après, maintenant, vous posez votre question ou bien faire votre intervention. Voilà, allez-y. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je suis Jumana Bakaliko. Votre page l'université sous-marine, ça fait un bon nombre de temps que je suis dans cette page. Et là, depuis votre conférence a commencé depuis ce que je vais vous suggérer, peut-être arrêtez votre caméra parce qu'on vous entend très mal. Arrêtez votre caméra, peut-être ça va améliorer la qualité de la communication. Si vous pouvez arrêter la caméra, quoi. La caméra, voilà. Et puis parler. Voilà, c'est bon. Ok, allez-y maintenant. Okay. Donc, je disais que je suis Zoumana Bakayoko. Voilà, je suis un jeune, je suis étudiant, mais j'ai arrêté un peu les études. J'ai eu mon bac en 2010. Et au-delà de ça, je voulais rentrer à l'INCA quand je suis arrivé à l'université. Je fais CBG, chimie, biologie, géologie. La même année, je n'ai pas eu cette opportunité de pouvoir rentrer à l'INCA parce que quand je suis arrivé, on avait des problèmes de combat sur le marché. On n'avait pas trop de dépenses au maire qui pouvaient nous guider. Donc, quand je suis arrivé là-bas, et pour finir, on m'a dit que les dépôts des dossiers étaient déjà terminés, tout ça là. Donc, après, j'ai fait quelques années à l'université. La même année, après, j'ai fait les études. Je me suis lancé un peu dans la vie active. Et au-delà de ça, depuis un certain temps, je suis vraiment passionné par la finance. La même année, en fait, alors, vous m'entendez? Oui, on vous entend, mais bon, on vous perd souvent. Mais en tout cas, allez-y, continuez. Donc, je disais que je suis vraiment passionné par la finance en particulier, la finance quantitative. Donc, parce que je vais devenir un trader. Ça fait que, actuellement, je fais le trading de façon, comment on appelle, pas un spécial, pas de façon, un non spécialiste. Donc, là, de ça, je me suis dit que pour pouvoir un métier qui s'appelle aussi comme tuto métier. Et là, de ça, maintenant, ça fait un bon moment que je suis sur cette page et quand j'ai appris j'ai vu la majeure partie de votre intervention sur le site et que j'ai vu que vous avez encore une fois ici. Il y avait vraiment cette opportunité de pouvoir faire les finances sans même au niveau canadien. Je sais qu'il ne pas du mari. Donc, ça fait que depuis un bon nombre de temps, je suis sur votre page et vraiment, je vous félicite. Nous qui sommes un peu les jeunes. Je suis une réunion. Je suis une réunion. Oui, Axel, si vous pouvez fermer votre micro. Ok, allez-y. Voilà, merci. Ouais, allez-y. Voilà, donc je disais que ma préoccupation, c'est aujourd'hui, d'ici l'année prochaine, pouvoir m'inscrire à cette filière. Mon problème, c'est que depuis. Répétez ce que vous avez dit là. Je pense qu'on vous a perdu. Ma préoccupation, c'est qu'actuellement, d'ici l'année prochaine, je vais reprendre les études, surtout en particulier dans le domaine de la finance quantitative. Mais j'ai eu le bac D et ça fait un bon nombre de temps, depuis 2010, on n'a pas eu l'opportunité de pouvoir aller à l'école. Mais voilà, on essaie maintenant un peu de pouvoir se mettre à jour. Je suis un peu la conférence, je suis un peu la documentation. Donc, ça fait que je suis un peu plus jeune et je traite un peu. Raison pour laquelle, vraiment, je vois, quand je vois vraiment ces grands
sont orientées qu'il faut l'envoi, nous donne vraiment cette envie, cet engouement de pouvoir toujours nous sentir de pouvoir de nous connecter en tant que des médias, vraiment ça nous plaît et j'aimerais savoir si c'était une possibilité aussi pour nous de pouvoir poursuivre au moins cette carrière plus tard dans ce domaine. Ok. Ok, en tout cas, Soumana, merci bien. C'est sûr que, en tout cas, ça s'entrecoupait un peu, mais je pense que j'ai eu l'essentiel quand même de ce que vous voulez dire. C'est que ce que j'ai compris, c'est que, bon, vous avez fait un bac D il y a un peu longtemps, vous avez eu à faire CBG, mais bon, vous avez voulu faire l'ENSIA, mais à un moment donné, bon, vous n'avez pas pu nécessairement entrer à l'ENSIA parce que vous n'êtes pas pris tôt bien, vous n'avez pas l'information qu'il fallait à un moment donné, mais vous êtes intéressé par la finance quantitative. Et donc, la question, c'est de savoir comment est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir faire cette formation-là, en tout cas, qui vous intéresse. Bon, moi, quand je regarde ce que vous me dites, un bac D, CBG, c'est chimie, biologie, géologie à l'université, vous avez une base quand même relativement quantitative, en fait, qui semble être quantitative. Moi, je vous encouragerais, en fait, à venir nous voir. Voilà, donc, présentement, ce sont les journées portes ouvertes, même si vous avez le temps, même demain, vous pouvez passer directement sur le campus là-bas, rencontrer, en tout cas, les collègues là-bas. Ils vont vous donner l'information, vous allez leur poser les questions. Et puis maintenant, bon, si jamais vous avez besoin même de me parler particulièrement, ils vont pouvoir vous mettre en contact avec moi. On va pouvoir répondre à vos différentes questions. Mais ça, c'est des choses qui sont faisables. C'est sûr que, bon, ça fait un certain nombre d'années, vous n'êtes pas allé à l'école et autres, mais ça, on verra. Parce que nous, en fait, là, si vous venez, que vous venez nous voir, que vous voulez appliquer, par exemple, supposons que vous avez fait CBG. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait en CBG. Vous avez un niveau de licence là-bas, oui? Non, j'ai fait la première année après. OK. Parce qu'après, je me suis rendu compte que vraiment, c'était pas ce que je voulais faire. Parce que j'ai dit, toute chose, en fait, ça dit, lorsque tu as le bac, ce que vous faites, tu vous connaissez vraiment. OK. Et il ne suffit pas seulement d'avancer, c'est important de se faire coacher. OK, non, c'est bon, j'ai vu. OK, d'accord. Donc, venez nous voir parce que nous, de toute façon, quand on analyse le dossier, si ça vous prend souvent aussi des cours de mise à niveau aussi, on a cette possibilité-là de vous donner des cours de mise à niveau pour vous permettre, en fait, là, de booster votre niveau aussi et puis de pouvoir atteindre. Mais tout ça, c'est lié à la volonté aussi des individus. Donc, comme vous l'avez dit, hein, si ça fait un certain nombre d'années que vous n'êtes pas allé à l'école, c'est toujours possible. Si vous avez la base, on peut toujours se remettre là-dedans. On peut apprendre à n'importe quel âge. Mais maintenant, il y a une question de volonté personnelle aussi de travailler, en fait, là, et du sérieux dans le travail. Mais en tout cas, tout ça, moi, je vous dirais, venez nous voir et puis passez voir les équipes. Et puis, en fonction de, si on regarde votre dossier, on va pouvoir vous dire exactement comment est-ce qu'on vous oriente et autres. Ça sera beaucoup plus facile ainsi, quoi. Donc, vous avez les contacts hein, pour venir nous voir. Hein. Donc, on sort par email. J'ai vu. Voilà, donc. D'ici l'année prochaine, parce que comme il y a une question de fonds, d'accord, ok, parfait. Non, il n'y a pas de problème. Donc, venez nous voir quand vous allez pouvoir, quoi. Merci, monsieur. Ok, d'accord. Okay, d'accord. Je vais laisser la parole aux autres. Ok, parfait. Ok, merci beaucoup d'être venu participer là. Donc, j'ai Cyril Ballet. Cyril, vous avez la parole. Vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, bonjour à tout le monde. Je suis un ami de Diawara, Ibrahim, qui m'a envoyé, ça fait à peine 20 minutes qu'il m'a envoyé le lien, qui m'a dit, Cyril, ça pourrait t'intéresser. Effectivement, ça m'intéresse parce que on a un panel qui est bien représenté avec des expériences assez significatives. Ma question, elle serait un peu plus technique. Pourquoi? Il faut que je me présente peut-être. Moi, j'ai travaillé en Côte d'Ivoire en tant que responsable d'agence d'une microfinance. Et puis, je suis venu en France où j'ai été analyste crédit, mais j'ai plutôt travaillé dans le retail. Donc, et là, j'ai entamé une reconversion dans l'intelligence artificielle, donc en tant que data science et data analyst. Et je travaille en freelance. Okay. Ma question, ça concerne, elle est surtout à comment il s'appelle, Paul. Attendez, je vais voir son nom. Paul Angwa? Oui. Paul. Alors, c'est de savoir, en fait, dans son intervention, il a parlé des techniques de modélisation au tout début de sa carrière qu'il faisait pour son institution, les différentes techniques de modélisation qu'il faisait pour permettre à la banque de prendre des décisions sur des montants qui sont assez faibles. On a dit $100 000, il a dit effectivement $100 000 en banque d'investissement, c'est rien comme
c'est rien. On va dire c'est pas du gros montant dans les pays développés. Ma question, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, avec ces différentes connaissances et ces différentes expériences et l'intelligence artificielle qui se passe aujourd'hui, qui prend de l'ampleur aujourd'hui, est-ce qu'ils ont laissé en gros toutes ces techniques mathématiques, toutes ces techniques de modélisation mathématique pour s'orienter vers l'intelligence artificielle pour prendre des décisions? OK. Merci beaucoup, Cyril, en fait, là, pour cette question. Je vais laisser la parole, en fait, à Paul et puis Kwasi. Bon, forcément, on n'est pas obligé d'aller dans les détails des modèles ou des modélisations que vous faites, mais je pense que ça peut être à un haut niveau de voir un peu ces nouvelles techniques-là qui viennent sur le marché maintenant, en tout cas avec tout ce qui est lié, en fait, à l'intelligence artificielle et puis comment est-ce que tout ça, ça s'intègre maintenant un peu dans l'utilisation de la finance, comment est-ce que les gens les utilisent dans la modélisation, dans les prises de décisions et autres. Donc, je vais... OK, oui, c'est ça. Donc, si je peux aller à Paul, comme la question s'adressait à toi, et puis après, Kwasi pourra compléter aussi. Ouais. OK. Oui, je pense que, merci Cyril pour la question. C'est sûr que, bon, quand j'ai commencé à la Banque nationale du Canada, c'était dans les années 2004. Donc, on va dire bientôt 20 ans. Hein. Donc, depuis là, les choses vont beaucoup changer. Et à l'époque, on utilisait beaucoup plus les stratégies de modélisation pour de construction des arbres de décision. Et puis, en utilisant aussi les réseaux de neurones et tout cela. Bon, c'est vrai que j'ai dévié. Je ne suis plus dans le domaine depuis, on va dire, 2008 par là, au niveau des arbres de décision. Mais c'est sûr que la prise de décision à partir des arbres de décision, et puis je pense que c'est un domaine qui est en train d'être révolutionné à partir avec l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle, ce n'est rien d'autre que, disons, l'apprentissage, la lecture des données et puis l'apprentissage des données pour pouvoir prendre des décisions. Donc, à l'époque, ce qu'on faisait de façon un peu, je vais dire, empirique, un peu rudimentaire avec les arbres de décision et puis les réseaux de neurones. Aujourd'hui, il y a des techniques beaucoup plus avancées en intelligence artificielle qui vont donner des résultats beaucoup plus précis. Et puis, avec, on va dire, comment on appelle, des temps de calcul beaucoup plus rapides. Donc, la plupart des banques, d'ailleurs, même la dernière fois, je parlais avec un ancien collègue de la Banque nationale et je me rends qu'au niveau de la Banque nationale, tous ceux qui font de la modélisation des risques, on les appelle plus des analystes seniors, on les appelle des scientifiques des données. Ouais, des scientifiques des données. Donc, voilà, c'est-à-dire que comment on fait parler les données pour que l'organisation puisse prendre des décisions rapidement. Et bon, l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est, on va dire, le boulevard dans ce domaine-là. Okay. En tout cas, merci beaucoup, Paul, pour ces éléments de clarification. Et Kwasi, je ne sais pas si tu vas ajouter quelque chose là-dessus. Oui, je veux peut-être rapidement ajouter que l'intelligence artificielle est là et puis on peut l'adopter ou on peut la réfuter, mais ce qui est sûr, elle est là. Donc, nous, personnellement, à BCI, on va l'utiliser, en tout cas, notre équipe, on ne va pas l'utiliser pour faire des ratings. On a un département de rating, de risque de crédit qui va élaborer des notes de crédit pour nos investissements privés. Donc, il y a certaines personnes qui commencent à prendre peur pour dire, OK, est-ce que l'intelligence artificielle va prendre mon travail, va faire que je n'aurai plus de boulot et tout ça parce que la machine va faire mon travail. Je pense qu'on n'en est pas là. Donc, nous, ce qu'on fait actuellement, c'est d'évaluer qu'est-ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle parce que ça est là et on essaie d'évaluer aussi c'est quoi la crainte des gens, la crainte des analystes pour pouvoir s'assurer que
l'adoption de ces techniques ne va pas bouleverser en fait le travail des uns et des autres. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est on est comme en évaluation de qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut apporter dans notre travail, qu'est-ce qu'on peut faire, quel genre d'efficience ça peut nous apporter dans notre travail quotidien. Mais pour le moment, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va faire vraiment le travail de quelqu'un parce qu'il faut qu'on aille vraiment en détail pour comprendre en détail. Mais ce qui est sûr, c'est là. Donc, soit on l'adopte, soit c'est elle qui va prendre le dessus. Mais nous, on veut l'adopter de façon peut-être de façon graduelle et s'assurer que ça se fait de façon ordonnée, en fait. Donc, merci beaucoup, Kwasi. Merci pour ces éléments de réponse à la question de Cyril. Et puis, bon, pour répondre aussi à Cyril, qu'est-ce que nous, on fait aussi en tant qu'université, en tout cas dans les formations qu'on donne aussi? C'est une réalité qui est là. Donc, vous avez l'apprentissage automatique, le machine learning, l'intelligence artificielle, tous ces éléments. Ce qu'on a fait, en fait, là, c'est qu'on a un cours particulièrement, en fait, là, à l'université, dans le cursus des étudiants, aussi bien de la licence que du master, il y a un cours qui porte entièrement aussi sur ces techniques-là. Donc, pour leur permettre vraiment, et donc celui qui enseigne le cours, vraiment, c'est quelqu'un qui est très aguerri là-dedans, qui utilise ça, en fait, là, c'est son travail de tous les jours. Il utilise ces techniques-là aussi dans les techniques de machine learning, ainsi de suite, dans les affaires de modélisation. Et donc, c'est lui qui donne le cours et avec des applications pratiques. Donc, on donne ce cours-là, en fait, là, pour s'assurer que les étudiants disposent aussi de ces outils-là. Maintenant, ça sera à eux de voir, bien évidemment, quand ils vont aller là où ils vont travailler, mais au moins, ils sauront, en fait, de quoi il s'agit. Voilà. Donc, parce que bon, c'est pas nécessairement partout qu'on va forcément avoir utilisé tel ou tel outil. Ils font aussi des cours comme par exemple l'analyse des données aussi. Donc, il y a les techniques traditionnelles aussi, classiques aussi, et puis il y a des nouvelles techniques aussi qui sont ajoutées. Mais on essaie de leur donner en tout cas tous ces outils-là, de telle sorte que, bon, dépendamment de là où ils travaillent, et puis en fonction de leur jugement, ils peuvent les utiliser, mais au moins ils savent exactement en fait à quoi ça sert. Okay? Est-ce qu'il y a d'autres réactions aussi, en fait, d'autres mains aussi? Est-ce qu'il y a d'autres qui veulent réagir? Est-ce qu'il y a d'autres personnes, en fait, qui veulent poser des questions, en fait, à nos panélistes, ou bien, en fait, là, pour des éléments, pour avoir des éléments de clarification? Donc, comme je l'ai dit, si vous voulez poser des questions ou bien vous voulez réagir, vous avez en bas, en fait, là, c'est écrit réaction normalement. En fait, là, c'est écrit réaction normalement. Voilà, il faut fermer, enfin, il y en a qui ont leur micro ouvert, si vous pouvez fermer votre micro, à moins que vous voulez parler. Voilà, donc en bas, quand c'est écrit réaction, vous cliquez là-dessus, il y a une main levée, là, en fait, que vous allez voir, et puis vous pouvez cliquer sur la main levée, en fait. Donc, est-ce qu'on a des questions, en fait? Je ne vois pas de main levée pour l'instant. OK, bon, donc si je n'ai pas de main levée, je vais continuer. J'ai d'autres questions, moi aussi. Maintenant, je vais juste poser, en fait, la question en un, deux, en fait, là, bon. Quels sont les métiers, en fait, là, de nos jours, en tout cas, en fonction dans vos domaines, en fait, là, dans lesquels vous exercez? Je ne sais pas, est-ce que Zoumana, vous avez une question? Parce que je vois là. Oui, j'ai une question. Okay, ça pour pouvoir intervenir dans le domaine de l'intelligence artificielle, en fait. OK, allez-y, allons. Voilà, okay. Merci de m'avoir donné la parole. Peut-être, comme tout à l'heure, le monsieur l'a bien évoqué en ce qui concerne le sujet de l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, depuis en fin d'année 2022, on a vu que l'intelligence artificielle, c'est un domaine qui existe bien avant, mais elle a pris au moins de l'engouement dans le domaine non seulement dans notre société. Et la question qu'on se pose maintenant, on se pose sur est-ce qu'aujourd'hui, dans le domaine de la haute finance, aujourd'hui, si l'intelligence artificielle, est-ce que l'intelligence artificielle aujourd'hui peut prendre le rôle aujourd'hui d'un analyste financier, c'est-à-dire un trader professionnel, ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est un outil comment on appelle, de complémentarité? Parce que, oui, sachant qu'aujourd'hui, c'est un domaine qui est vraiment très compliqué en ce qui concerne en matière de gestion d'argent. C'est que moi, j'aimerais apporter comme contribution à ce sens, parce que parler en partie même de la définition même de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire c'est un ensemble au moins un peu d'assemblage au moins de données qu'on essaie d'apprendre au moins à une machine en fait. Donc, alors que dans le domaine de la finance, c'est qui est vraiment un peu, parce qu'aujourd'hui, la majeure partie des gens se posent souvent cette question, est-ce qu'aujourd'hui, dans tous les autres métiers aujourd'hui, est-ce que l'intelligence artificielle, beaucoup de personnes nous sont convaincues que parce qu'aux États-Unis, à l'horizon, d'ici 2035 comme ça,
La banque même, je ne sais pas si c'est la Banque mondiale, elle a évoqué même que l'intelligence artificielle va remplacer même, comme on appelle, beaucoup d'emplois aujourd'hui. Mais en ce qui concerne dans le domaine de la finance, selon mes analyses, je n'en pense pas que ça pourra le faire de façon vraiment effective. On pourra le dire que peut-être au moins, puisque la finance est un domaine qui est un peu beaucoup plus diversifié, dans le domaine comment on appelle, de la finance, comme ça, je peux dire que l'intelligence artificielle, puisqu'on va se baser sur des données qui sont déjà passées, alors que sur le marché des capitaux, c'est-à-dire sur le marché du trading comme ça, on voit qu'aujourd'hui, ce qui est un peu beaucoup complexe dans ce domaine, c'est que aujourd'hui, on s'en rend compte que lorsque tu es un analyste financier aujourd'hui, ce qui est vrai aujourd'hui à l'instant présent n'est pas aussi vrai demain. Voilà. Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure, c'est un domaine où à tout moment, on est en perpétuelle au moins actualisation en ce qui concerne dans le domaine de la connaissance. Okay. Donc, tu peux dire aujourd'hui, tu peux prévenir aujourd'hui le coût d'un actif financier aujourd'hui sur le marché, peut-être aujourd'hui dans une semaine ou bien 2 à 3 jours comme ça, mais à long terme au moins, tu ne peux pas prédire l'avenir des façons avec plusieurs activités. Alors que lorsqu'on se base sur l'intelligence artificielle, lui, il nous permet de faire une étude en amont sur un actif financier. Et maintenant, on essaie maintenant de faire des modélisations de données par rapport à ce actif. Alors que sur le marché financier, par moment, il arrive que puisque la haute finance, c'est un domaine qui va avec au moins la finance comportementale. Okay. Donc, ça fait que la majeure partie des intervenants sur le marché financier, lorsqu'on essaie de se référer même par moment, souvent aux États-Unis, sur les données économiques comme ça, que ce soit en Chine, ou bien que ce soit aux États-Unis, ou bien en Europe comme ça, par moment, la majeure partie des intervenants, sur 100% des intervenants, la majeure partie, je peux dire même que plus de 50% même de la majeure partie des intervenants sur le marché financier sont des non-professionnels. Donc, ça fait que lorsque il y a une nouvelle au moins vraiment qui arrive comme ça fait qu'il y a par moment de la volatilité au fait. Alors que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui a été programmé pour pouvoir faire au moins une étude au moins par rapport à un certain nombre de calculs. Donc, cette volatilité fait que par moment, l'intelligence artificielle n'arrive pas à cerner de façon totale au moins, c'est un peu souvent cette compréhension souvent même des marchés. Raison pour laquelle aujourd'hui, on peut dire même que c'est pourquoi un analyste financier aujourd'hui, il est important dans le domaine de la finance même de pouvoir même vraiment se former. Donc voilà un peu en quelque sorte. Donc pour ne pas monopoliser la parole, donc je peux dire que l'intelligence artificielle aujourd'hui, ça peut apparaître comme quelque chose, un outil qui peut t'aider à prendre des décisions de façon à court terme, mais ça ne peut pas remplacer, surtout dans le domaine de la haute finance, voilà, comme on appelle, un analyste financier. Ok, en tout cas, merci bien Zoumana pour cette contribution. Bon, vous avez beaucoup attardé sur l'aspect pour les gestionnaires de portefeuille, mais bon, la finance est beaucoup plus large au-delà des gestionnaires de portefeuille. Il y a plusieurs autres métiers au niveau de la finance aussi, où en tout cas, on peut avoir aussi l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est sûr que bon, ça ne peut pas forcément tout faire nécessairement, mais de plus en plus, on voit aussi en fait là que bon, ça fait partie des outils en fait là d'aide à la décision aussi bien à côté des autres outils aussi que les gens ont. Mais je vais en profiter en même temps pour interpeller aussi en fait là nos deux panélistes en même temps par rapport en fait là à les métiers en fait qu'on peut occuper avec la finance quantitative. Voilà, donc comme on a des jeunes qui sont là, bon, qui veulent un peu avoir la compréhension un peu, bon, pour savoir s'ils font la finance, mais comment est-ce qu'ils peuvent s'orienter. Maintenant, bon, je sais qu'il y a Paul Angwa qui est localement en Côte d'Ivoire, donc qui voit un peu la dynamique aussi localement. Il y a Kwasi qui est, par exemple, là, au Canada et sur les marchés internationaux, qui voit la dynamique au niveau international, mais quand même qui a les pieds sur terre aussi, qui vient régulièrement en Côte d'Ivoire. Je sais que la dernière fois, il était de passage en Côte d'Ivoire, mais malheureusement, on était tous présents à Abidjan, mais on n'avait pas pu se voir malheureusement à cause des agendas, en fait, là, quelque peu, qui divergeaient un peu quelque peu. Mais je voulais vous entendre là-dessus. Donc, un jeune qui décide de faire, par exemple, une formation de finance quantitative aujourd'hui, mais quels sont les métiers qu'il peut potentiellement occuper avec la finance quantitative? Voilà. Donc, si je commençais là avec peut-être Kwasi, et puis après, Paul pourra compléter. Kwasi, ton micro est fermé, Kwasi.
OK, donc, quels sont les différents métiers? Moi, je regarde simplement OK, dans ma cohorte, quand on a fini, c'est quoi les différents métiers que nous qui avons fini en même temps occupons maintenant? Et je pense que c'est vraiment très varié, très, très varié. Je dirais que c'est effectivement très varié. Je peux donner quelques exemples. Moi, c'est vraiment au niveau de la gestion des risques de marché. Mais même quand on dit risques de marché, comme je l'ai expliqué, mon rôle a beaucoup évolué dans ce que je fais en tant qu'analyste, mesurer les risques, connaissance des produits dérivés, implémenter les systèmes de risque. Donc, il y a cet aspect d'analyse de risque de marché, risque de crédit, évaluer les notes de crédit, calculer les probabilités de défaut, assigner des notes de crédit à des entités privées qui sont pas cotées ou qui n'ont pas de notes de crédit assignées par des agences de crédit. Je pense que quelqu'un a parlé des gestionnaires de portefeuille. On peut aller plus loin comme gestionnaire de portefeuille quantitatif qui vont aller au-delà des analyses des fondamentaux des compagnies, mais vont bâtir des modèles quantitatifs pour pouvoir dire quels sont les actifs financiers qu'ils vont acheter, qu'ils vont ajouter à leur portefeuille basés sur des mesures quantitatives ils vont calculer à partir des fondamentaux, alors qu'un gestionnaire de portefeuille fondamental va regarder juste les fondamentaux, regarder les multiples, ainsi de suite, alors qu'un gestionnaire de portefeuille quantitatif va aller un peu plus loin pour calculer des facteurs, utiliser des facteurs de niveau pour pouvoir dire que ces genres de facteurs dans lesquels je veux investir, quels sont les titres qui présentent ces genres de facteurs, ainsi de suite. Donc, gestionnaire de portefeuille quantitatif. On peut parler des gens qui vont développer en fait des produits financiers. Donc, il y a des gens qui vont développer des produits financiers à partir de l'ingénierie financière, ainsi de suite. Donc, il y a des gens qui vont aussi s'orienter peut-être plus vers tout ce qui est encadrement, parce qu'ils connaissent un peu, ils ont fait le tour, ils connaissent un peu tout ce qui se passe au niveau des marchés financiers, au niveau quantitatif, au niveau des risques. Donc, ils vont s'orienter vers l'encadrement pour établir des limites de risque, pour établir des limites de concentration, établir des limites de ce que la compagnie peut faire. Donc, c'est un peu ce genre de métier. Donc, pour dire que c'est vraiment très varié. C'est vraiment très varié depuis l'analyse à la gestion de portefeuille, middle office. Donc, on dit souvent comme front office, middle office ou back office. Donc, c'est vraiment, vraiment varié les différents métiers qu'on peut occuper à partir de ces formations. Okay. Merci beaucoup. Juste le mid office, back office et puis front office, juste si tu peux juste expliquer brièvement pour peut-être ceux qui ne sont pas trop familiers avec ce type d'appellation là. Juste. OK. Peut-être rapidement, le front office, si on veut le mettre plus facilement, le front office, c'est vraiment la gestion de portefeuille qui prend des décisions pour investir. Donc, dépendamment des compagnies, ils vont mettre le risque un peu comme dans le front parce que les décisions vont être aussi basées sur les mesures, l'analyse des risques. Il y a certaines équipes aussi, le risque est un peu comme un deuxième niveau. Souvent, ils appellent que deuxième ligne de défense ou première ligne de défense. Donc, quelquefois, dans certaines compagnies, ils vont dire le risque est première ligne de défense intégrée dans les équipes d'investissement. D'autres vont dire c'est la deuxième ligne de défense juste après les équipes d'investissement. On a le middle office qui va faire plus au niveau des évaluations, des produits, au niveau des rendements, ce genre de choses. Donc, en gros, je ne sais pas trop en termes
comment le dire, mais le back-office va être aussi plus tout ce qui est, je dirais, vraiment au-delà de ces deux aspects-là, du front et du middle, donc qui vont être au niveau des soutiens administratifs et tout ça. Merci beaucoup. En tout cas, tout ce qui est comptabilisation, la comptabilité, ces aspects. Merci beaucoup, en fait, là, et merci pour ces éléments. Et Paul, si je peux t'interpeller là-dessus aussi, qu'est-ce que en tout cas, quelqu'un qui fait de la finance quantitative pourrait, en tout cas, faire aussi sur le marché comme emploi, par exemple, en plus de ce que Kwasi vient de nous donner comme élément, en fait, là. OK. Merci, professeur. Comme Kwasi l'a dit, je pense que c'est un domaine qui est très, très vaste et varié, hein. Donc, bon, pêle-mêle, il a parlé de gestion de risque et gestionnaire de risque. Et puis, quand on parle de gestionnaire de risque, ça peut être à plusieurs niveaux. Donc, la gestion de risque au niveau crédit, la gestion de risque au niveau marché. Il y a la modélisation en tant que tel du risque aussi. Donc, on peut faire la modélisation de risque au niveau du risque de marché, au niveau du risque de crédit. Donc, le risque de crédit, il a parlé de tout ce qui est les paramètres probabilité de défaut, les modèles de notation. Au niveau du marché, il y a tout ce qu'on appelle les modèles, les VAR, les expected shortfall, tous les grecs, tous les éléments, on va dire, les éléments spécifiques qui permettent de mesurer le risque du portefeuille de marché. Donc, il y a plusieurs dénombrements, hein, comme je dis, au niveau de la modélisation. Il y a aussi, comment on appelle ça, le domaine du pricing des instruments financiers. Parce que tous les instruments financiers, surtout quand on prend les instruments financiers au niveau du marché, il va falloir développer des modèles pour pouvoir évaluer leur valeur, pour dire, OK, à un moment T, la position que cette organisation a prise sur le marché, elle vaut combien? Donc, il y a des modèles mathématiques qu'il faut développer pour pouvoir évaluer dans ce qu'on appelle le pricing des instruments financiers. Il y a aussi la planification, la planification, programmation et puis la projection financière également, qui est un domaine qui nécessite l'utilisation des comptes. Aussi, bon, on parlait tout à l'heure de front office et tout ça, mais je pense que de plus en plus, les comptes aussi se dirigent dans le middle à faire du trading. Et même, ils sont des négociateurs, ils prennent des positions sur le marché. Donc, ça aussi, c'est un métier que les comptes peuvent faire parce que ils ont cette capacité analytique-là de pouvoir prendre des décisions rapidement. Ils peuvent aussi aller au niveau du banquier, être banquier d'affaires. Banquier d'affaires au niveau fusion-acquisition, parce que chaque fois qu'il y a des fusions-acquisitions, il va falloir faire l'évaluation de la valeur des entreprises qui doivent fusionner, acquérir, tout ça. Et en général, on a besoin des comptes pour faire ces évaluations avec des méthodes mathématiques et tout ça pour faire ces évaluations. Donc, il y a aussi, comment on appelle ça, le domaine. Bon, tout à l'heure, j'ai parlé de pricing des instruments financiers, mais il y a aussi le pricing des prêts, hein, des prêts, c'est-à-dire que lorsqu'un client arrive, le taux qu'on va lui faire. Donc, il y a des gens qui sont spécialisés à développer juste des modèles de Raro, comme on le dit, là, pour pouvoir donner le taux d'intérêt qu'il faut, surtout lorsque l'organisation est dans l'approche qu'on appelle risk-based pricing. Donc, selon le profil de risque disons, du client, quel taux d'intérêt qu'il faut appliquer. Donc, il y a comme on appelle ça, il y a aussi des spécialistes qui sont dans ce domaine-là. Aussi, la gestion du capital. Je pense que c'est un domaine où les quants ont leur place parce que quand on regarde les modèles utilisés pour évaluer le capital, que ce soit le capital économique et tout ça, sont des modèles purement mathématiques dont qui nécessitent l'utilisation de quants. Donc, je pense que ramasser comme ça, c'est les métiers que je vois, mais comme Kwasi l'a dit, c'est varié, c'est large. Et plus on y va, quand on est dedans, on se rend compte qu'il y a d'autres choses auxquelles on n'a jamais pensé, mais qui existent et qui nécessitent l'expertise des comptes. En tout cas, merci beaucoup, Paul, pour ces détails-là. Donc, on voit vraiment que la panoplie d'emplois qui peuvent être occupés par des comptes assez variés et diversifiés et assez larges ici. Mais j'ai un autre mec qui est levé là, Ouma Diabaté. Ouma, allez-y, ouais, vous avez la parole. Ouvrez votre micro et puis parlez. Ouma,
Bonsoir à vous, monsieur. Oui, bonjour, Ouma. Oui, si vous pouvez vous présenter et puis avant de D'accord. votre question, s'il vous plaît. Je suis Diabaté Ouma, je suis titulaire d'une licence en mathématiques appliquées et j'aimerais cette année également intégrer l'université Soumaré. Et ma question est la suivante. J'aimerais savoir quels sont les défis auxquels nos conférenciers sont-ils confrontés dans le domaine de la finance quantitative et comment ils comptent les résoudre à chaque fois. D'accord, mais quand vous dites les défis, c'est les défis par rapport à, en tout cas, quel type de défis vous voulez dire? Est-ce que c'est les défis dans leur travail de tous les jours, dans la modélisation, ou bien c'est les défis de leur vie? En tout cas, non, je parle de leur défi professionnel en tant que finance quantitative. Ok, d'accord, ok, parfait. Ok, donc, bon. Je ne sais pas, Paul, on peut peut-être commencer par toi. Je ne sais pas si tu as des éléments que tu peux. Voilà, et puis, Bon, c'est sûr que souvent, on va dire dans ce domaine, surtout je vais essayer de l'orienter un peu vers, on va dire un peu en Afrique. Un des défis majeurs, souvent quand on fait de la finance quantitative ou bien même quand on ne compte, ce sont les données. Pour trouver, est-ce qu'on a les données qu'il faut sur lesquelles s'appuyer pour faire tout ce qu'il faut? Et donc ça, je pense même que ce qui fait qu'aujourd'hui même, dans les banques sur place, les gens sont encore à la traîne à aller vers l'utilisation des méthodes quantitatives avancées pour pouvoir gérer les choses parce qu'il y a un manque de données. Même quand souvent les données sont là, les données ne sont pas de bonne qualité. Donc souvent, et puis bon, souvent, quand on fait de la modélisation, vous savez que la modélisation, très souvent, je le dis, c'est une simplification de la réalité. Donc, la simplification de la réalité, lorsque vous arrivez dans un monde, on va dire, où les gens ne sont pas compte du tout et que vous arrivez avec des modèles, ça fait un choc culturel. Comment vous arrivez à les convaincre que les méthodes que vous envoyez sont des méthodes qui peuvent les aider à mieux gérer les choses. Donc, c'est des défis vraiment comment convaincre, comment faire parler tes modèles pour que demain, les gens disent « Ah non, finalement, c'est vrai, les approches quantitatives, là, ça peut nous aider à mieux faire. » Donc, bon, ce sont ces éléments-là que moi, je vois comme les principaux, on va dire, défis du métier. Ok, merci bien. Kwasi, je vais t'interpeller aussi si tu as des éléments que tu veux ajouter là-dessus. Oui, je suis pas étonné de l'aspect données parce que même ici, on parle toujours de données, puis que ce soit des données de marché ou des données de position, souvent on investit dans des fonds de couverture, des hedge funds, et puis bon, pour avoir l'information pour la modélisation, ça devient tout un casse-tête. Donc, en plus de ça, j'ajouterais peut-être ça serait idéal si on avait une boule de cristal pour savoir ce qui va arriver. Donc, je pense que c'est le défi le plus important parce que c'est vrai, c'est des modèles, c'est des simplifications et puis ça ne va pas toujours comme on l'espère parce que on agit ou on intervient sur les marchés financiers. Puis, il y a plusieurs choses qu'on ne peut pas prendre en compte en même temps dans un seul modèle. Donc, on est un peu surpris par des choses. Comme vous pouvez le savoir, il y a plusieurs modèles qui ont évolué dans le temps parce que, bon, il y a des crises qui sont arrivées qui n'ont pas été captées par les modèles parce que le modèle, comme je dis, le modèle ne peut pas tout capter. Donc, au fur et à mesure, on s'ajuste pour pouvoir faire face à ce qui peut arriver dans l'avenir. Mais l'idéal, c'est d'avoir une boule de cristal qu'on n'a pas, mais on fait de notre mieux et puis pour s'assurer qu'on incorpore en fait toutes les données qu'on juge fiables et utiles. Mais en résumé, l'idée, c'est d'avoir une boule de cristal. Donc, le défi, c'est le marché. On intervient avec des gens. Il y a des comportements que tu ne peux pas prévoir parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui a parlé de behavioral finance. Donc, il y a des choses qu'on peut pas forcément prévoir. Donc, récemment, quelqu'un a dit qu'il ne faut pas tomber en amour avec ton modèle. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas prévoir dans le modèle. Okay. Merci beaucoup, Kwasi, pour cette réponse. J'ai Adama Kwasi, oui, mais ceux qui veulent poser des questions, commencez à vous apprêter parce que là, le temps file, là, on va finir bientôt. Donc, en tout cas, juste pour vous prévenir. Oui, Adama, vas-y. Bonsoir, monsieur. Oui, Adama, bonjour, bonsoir. Si tu peux te présenter et puis après, fais ton intervention.
Je suis Kwasi Adama, étudiant actuellement en licence 3 actuariat à l'université de l'Essouffle du département Matinfo. Ok. Ma question est, j'aimerais savoir, est-ce possible pour un actuaire de faire de la finance quantitative? D'accord. Ok. Donc, c'est bon. C'est ça la question, c'est bon? Ok. D'accord. Donc, si je peux vous interpeller là-dessus rapidement, Paul ou Kwasi, est-ce que vous avez... Bon, je peux commencer. On va dire la réponse est oui. La réponse est oui parce que dans ma carrière, j'ai eu des collègues qui étaient actuaires. Ils avaient fait l'actuariat, ils avaient fait et puis ils travaillaient avec nous. Donc, la réponse est oui. C'est ça. Ok. Kwasi, je sais pas... non, je dirais oui également. Effectivement, comme je dis, je regarde dans ma carrière, je regarde aussi ceux avec qui j'ai fait l'école. Il y en a qui n'ont pas forcément commencé à actuer, mais qui sont allés chercher le titre, leur certification d'actuaire, qui travaillent dans le même groupe, dans la même équipe que nous. Donc, la réponse est oui, je dirais également. Et puis, si je peux ajouter là-dessus par rapport à mon expérience de prof, en fait, là, à l'Université Laval, ici particulièrement, où on a non seulement, en tout cas, un programme d'actuariat qui est très bien reconnu, qui est bien répandu, et puis aussi, on a des masters, par exemple, en ingénierie financière, qui est un peu comme la finance quantitative. Ce que j'ai constaté aussi au cours de plusieurs années, c'est qu'il y a les jeunes qui faisaient comme la licence comme vous en actuariat et qui, après, ne voulaient pas nécessairement exercer nécessairement dans une compagnie d'assurance ou bien ne voulaient pas forcément être limités par rapport à l'actuariat simplement avec ce qu'on entend de l'actuariat. Donc, on en a plusieurs comme ça aussi dans notre programme de finance quantitative, qui est l'équivalent ici en ingénierie financière à l'Université Laval, qui viennent faire ce master-là, par exemple. Donc, ça leur permet, non seulement ils ont leur actuariat, mais au moins ils ajoutent des outils aussi de finance aussi, pour pouvoir aussi, en tout cas, au moins se donner la chance d'être aussi bien en finance quantitative qu'en actuariat aussi. Bon, ça, c'est un autre élément de développement que je voulais ajouter là-dessus. Mais je vais juste, parce que voilà, le temps file là, deux éléments, parce que quand je regarde, par exemple, là, j'ai vu, par exemple, là, je pense que c'est quoi, qui est CFA, et puis il y a les titres professionnels, là, CFA, en fait, le Chart of Financial Analysis, c'est aussi PRM aussi, ou bien ça peut être le FRM. Donc, ces titres professionnels, là, est-ce que, bon, est-ce qu'il y a des prédispositions, par exemple, là, pour quelqu'un qui veut faire, par exemple, une formation en finance quantitative? Bon, je sais qu'on en a parlé par rapport au profil quantitatif, mais aussi éventuellement, en fait, là, ces certifications professionnelles. Et puis, est-ce que c'est utile de les faire? Ou bien quelle est la valeur ajoutée de ces certifications-là, en plus d'un diplôme, en fait, que la personne pourrait faire, quoi? Donc, je crois si peut-être on peut commencer par toi là-dessus. Oui, et effectivement, j'ai la certification CFA et PRM. En gros, comment est-ce que j'ai commencé? J'ai commencé avec le PRM. Donc, vu mon background en ingénieur électrotechnique, pas de finance du tout, puis là, je fais une maîtrise en finance, je voulais quand même démontrer aux gens que, OK, j'ai pas fait un baccalauréat en finance, mais j'ai quand même, j'ai quand même la connaissance, j'ai quand même ce qu'il faut pour pouvoir travailler. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé avec le PRM, parce que je voulais travailler en gestion de risque. Et puis, au fil des temps, j'ai décidé aussi de faire le CFA, parce que c'est vraiment une certification qui est reconnue de façon internationale, je dirais, qui peut ouvrir des portes sans forcément le savoir. Donc, pour donner des exemples, on embauche ou on engage beaucoup de coop, des stagiaires ici, c'est ça, des stagiaires ici. Et puis, on met beaucoup d'emphase là-dessus parce que c'est, comme dit, non seulement c'est reconnu, mais c'est aussi, ça donne la capacité, je pense, Youssouf, tu parlais du sérieux des gens, donc ça donne la capacité, ça démontre que quelqu'un est vraiment sérieux de vouloir apprendre. Parce que c'est tellement vaste que, genre, une maîtrise ou un programme d'études à l'université ne va pas forcément couvrir toute la matière. Donc, si quelqu'un décide d'aller faire le CFA, c'est qu'il va aller couvrir un peu plus que ce qu'il a étudié à l'école. Donc, il va démontrer sa capacité de comprendre de nouvelles choses, sa capacité de faire de nouvelles choses et tout ça. Donc, je pense que
pour moi, je l'ai fait parce que je voulais démontrer que je suis capable d'apprendre d'autres choses, de connaître d'autres choses, et c'est vraiment internationalement reconnu. Donc, je ne dirais pas que c'est facile, c'est pas facile, mais ça démontre la capacité que les gens ont, ou les gens veulent démontrer qu'ils peuvent le faire. Donc, nous, ici, on met beaucoup d'emphase là-dessus, même au niveau des cours, pour démontrer qu'ils veulent, ils peuvent aller au-delà ils peuvent se dépasser un peu. Merci beaucoup, Kwasi. Paul, je ne sais pas si tu vas ajouter quelque chose au-delà de ce que Oui, non, en fait, tout ce que je voulais ajouter, dire, bon, quand on regarde dans les pays développés, on va dire les métiers sont souvent des formes de corporation. Et souvent, les certifications comme ça permettent en fait de confirmer que tu es de la corporation et que tu comprends, on va dire, les bases. Donc, ça ouvre des portes. Quand tu regardes l'Amérique du Nord, souvent même, ils vont mettre l'accent sur ces certifications-là plutôt que le diplôme universitaire que tu as pu avoir. Et même, je pense que dans les premières années, il y avait des gens qui avaient fait économie, ainsi de suite, et qui voulaient s'orienter vers la finance. Et les certificats, ces certifications-là leur permettaient rapidement, en 3 ans, là, d'essayer d'apprendre un peu tout ce que, bon, ils n'ont pas appris à l'université. Donc, ça leur permettait de se mettre à niveau et puis d'être dans le domaine. Mais comme je dis, aujourd'hui, bon, souvent, dans certaines organisations, ça fait partie des critères d'embauche. Ok, merci beaucoup, Paul. Enfin, nous, en fait, là, c'est pour ça que même à l'université là-bas, ce qu'on fait, et pour ces certifications, vraiment, on a un cours même qu'on a créé, en fait, pour dire préparation aux certifications professionnelles. Donc, il nous permet de prendre les étudiants au travers de ces certifications pour qu'ils comprennent à quoi c'est, comment est-ce que les cours qu'ils font, ils peuvent les avoir pour qu'ils soient aussi en confiance. Et puis, ils voient très bien que les cours qu'ils font, mais s'ils veulent aller chercher ces certifications, ils peuvent aller les chercher, ils connaissent les critères, ils connaissent les démarches et autres. On le fait pour toutes les certifications comme le PRM, le FRM, le PRM, le FRM, le CFA, aussi les certifications aussi dans le domaine de l'assurance, comme par exemple les examens de la SOA, du CAS et autres. Donc, pour en tout cas au moins préparer les étudiants et puis leur permettre aussi en tout cas de savoir qu'ils peuvent aller chercher avec les cours qu'ils prennent dans le programme. Je vais prendre une dernière question, en fait, là, de Ruben. Ruben, vas-y, je vois la main de Ruben et après ça, on va pouvoir en tout cas conclure. Là. Donc, Ruben, oui, si tu peux te présenter et puis parler. OK, il y a Nassara qui vient lever la main. Bon, c'est les 2 dernières interventions et puis on va... Ruben, vas-y, s'il te plaît. Bon, merci à vous, professeur. Merci également à M. Paul Ongwe et à M. Kwasi. Bon, je suis Kwaku ici, Ruben, étudiant en Master 2 de finance quantitative à l'Université Soumari. Et ma question s'adresse plus à M. Kwasi, vu que c'est lui qui a le PRM actuellement. Donc, lorsque nous avons fait le cours de préparation de certificat, j'ai eu à faire une exposition avec une de mes condisciples sur les 2 certifications, à savoir le FRM et le PRM. Et lors de ces expositions-là, un de nos étudiants a posé la question de savoir quoi choisir ces 2 certifications, vu que ces 2 organismes, le GAP et puis le PMIA, donnent également la certification de gestionnaire de risque. Donc, j'aimerais savoir comment ça fait le choix entre réaliser la certification du FRM ou celle du PRM. Ok, je vais ouais, Kwasi, vas-y, oui, c'est ça. Mais Kwasi, peut-être attends, je vais voir si Nassara, est-ce que ça va dans le même sens avant? Non, monsieur. Ok, bon, d'accord, donc on va aller avec cette réponse alors. Ok, Kwasi, vas-y, s'il te plaît. Ok, merci Ruben. En gros, pour moi, le choix a été vraiment facile parce que dans le temps, je pense que c'était dans les années 2008-2009 que je l'ai fait. Et puis, c'est ça, je voulais le faire rapidement et ça me donnait, le PRM, le Premier, me donnait la flexibilité en fait. Donc, je pouvais prendre les examens quand je veux. Ça se faisait en ligne et tout. Donc, je suis allé rapidement avec PRM. En ce moment, FRN, je pense que c'était comme 2 fois dans l'année ou 3 fois dans l'année où il fallait attendre et tout. Donc, moi, je suis allé pour la flexibilité. Mais je dirais que dans le temps, je n'ai pas regardé dernièrement, dans le temps, les programmes étaient vraiment très similaires au niveau de la couverture, de la matière que tu devais apprendre. Donc, dans le temps, c'était pourquoi est-ce que j'ai choisi Premiere versus Gap. Donc,
pour moi, au niveau de... Et actuellement, au niveau... Nous, ici, ce qu'on regarde, Première ou FRM, pour nous, c'est la même chose en termes de certification. D'accord. Antoine, merci beaucoup pour cette réponse. Nassara, oui, tu peux activer ton micro, te présenter puis parler. Nassara, la parole à toi, oui. Bonsoir, cher professeur. Bonsoir. Je suis Touré Nassara, étudiante en Master 1 de finances quantitatives à l'USC Soumaré. J'aimerais savoir, cher conférencier, mis à part le volet technique que nous devons maîtriser entièrement, quel comportement doit adopter un gestionnaire de risque ou un gestionnaire de portefeuille en entreprise? Merci bien, Nassara. Bon, ça, en même temps, ça fait une des questions que j'allais poser un peu. Donc, savoir un peu les conseils que vous pouvez donner aussi aux jeunes, en tout cas, qui sont connectés aujourd'hui, qui vont venir pour chercher la formation ou bien qui sont en train de terminer. Maintenant, bon, qu'est-ce que ça prend comme aptitude, comme autre attitude, c'est-à-dire comme soft skills et autres, pour pouvoir, au-delà du quantitatif, il y a le quantitatif, autre, mais bon, en tout cas, vous pouvez en profiter aussi pour pouvoir dire qu'est-ce que ça prend, par exemple, là, en tout, pour pouvoir réussir vraiment une bonne carrière. En fait, là, bon, des jeunes qui veulent un peu réussir leur carrière, suivre un peu vos traces, en fait, quelque part. Paul Ango, on va commencer avec toi, c'est ça, s'il vous plaît. OK. Bon, c'est sûr que quand on est d'ailleurs dans le domaine quantitatif, je pense que une des premières choses, il faut aimer les chiffres. Il faut aimer jouer avec les chiffres dans tous les sens. Aussi, avoir l'esprit analytique. Et puis, il faut être curieux. Il faut être curieux, chercher à découvrir. Je pense que ce sont des bases essentielles quand on est dans le domaine. Et puis, on va dire, au-delà de ces éléments qui sont, on va dire, propres à toute personne qui fait du quantitatif, il y a tout ce qui est soft skill, comment tu interagis avec les gens, comment tu cherches à apprendre auprès des gens. Je pense que ça, c'est important. Comment tu écoutes les gens, comment tu travailles, parce que ça va au-delà même du quant. Comment tu travailles en équipe avec les gens. Je pense que tout ça là est important lorsque tu veux réussir une carrière dans une organisation. Donc, écouter les gens, l'apprentissage, parce qu'on finit jamais d'apprendre. Et puis, comment on reste à l'écoute de l'autre et on travaille en équipe. Donc, je pense que c'est là quelques éléments là que je voulais partager. Je pense que je vais m'arrêter là. OK, d'accord. Okay. Merci beaucoup vraiment, en tout cas, Paul. Merci beaucoup, Kwasi. Vraiment, bon, on tend vers la fin. On tend vers la fin. Ce que je vais probablement faire, en fait, là, bon, peut-être que je peux vous donner quelques secondes chacun. Si vous avez des choses que vous voulez ajouter pour les jeunes qui sont là avec nous, quelques secondes. Et puis, bon, en fait, là, on va pouvoir mettre fin à la séance carrément. Bon, ça fait 1h30 qu'on est là. Je pense qu'on a fait quand même pas mal le tout. C'est sûr que peut-être qu'on n'a pas répondu à toutes les questions, mais moi, je dirais en tout cas à ceux qui sont connectés, qui nous suivent. Si vous avez des questions, en tout cas, si vous avez des éléments, en fait, là, et puis vous posez des questions, mais passez nous voir, en fait, là. Vous pouvez passer directement sur le campus là-bas. Les gens sont là, ils vont vous répondre, ou bien carrément, en fait, là, nous contacter par téléphone ou bien même par email aussi, et puis ça va nous faire plaisir, en fait, là, de répondre à vos différentes questions. Si ça peut vous aider vraiment à faire votre choix, en tout cas, pour votre choix de carrière future, votre choix de formation future, mais ça nous fera très plaisir, là. Donc, et puis Paul, je vais vous donner chacun peut-être 30 secondes à peu près, s'il y a quelque chose vraiment, en tout cas, que vous pensez que vous voulez dire, que vous n'avez pas eu le temps de dire, mais bon, en tout cas, vous avez eu au moins l'occasion de le dire, là. Mais si vous n'avez rien à dire aussi, c'est pas grave aussi. Donc, je vais commencer par Kwasi, et puis... OK, non, moi, je voulais simplement dire merci pour l'invitation et puis, comme je l'ai tiré mon chapeau pour cette initiative, de donner l'occasion à nos jeunes frères d'avoir une formation de niveau international sur place, c'est excellent. Donc, je dirais félicitations et merci à toi et félicitations à toute l'équipe qui nous invite. Je dirais ce matin, il est juste 9h ici maintenant à Victoria. Donc, ça a été un plaisir d'être avec vous. Et puis, pour nos jeunes, je pense que vous avez l'opportunité de faire cette formation sur place. Je pense qu'il faut en profiter, disons. OK, merci à tout le monde. OK, merci beaucoup, Kwasi. Paul, toi?
Oui, je pense que rapidement, ce que j'ajouterais, c'est dans toute chose, il faut du sérieux. Donc, lorsqu'on s'engage à faire quelque chose, que ça soit la finance quantitative, que ça soit ça, il faut le sérieux et puis il faut le travail. Je pense que ces deux éléments-là qui payent avec le temps. Donc, et puis il faut aimer ce qu'on fait. Il faut aimer ce qu'on fait. Je pense que c'est essentiel. Donc, au-delà de ça, hein, bon, encore une fois, merci beaucoup, professeur, pour cette opportunité que tu nous donnes de partager notre expérience et félicitations pour l'initiative. Merci. En tout cas, merci beaucoup vraiment, Paul. Merci beaucoup, Kwasi. Vraiment, je ne sais pas trop comment vous remercier. En tout cas, vraiment, sauf que le simple mot de dire merci, vraiment, on a couvert beaucoup de sujets. Et puis, moi, je pense que vous êtes des modèles pour les jeunes qui nous suivent et pour les jeunes Ivoiriens, les jeunes de la sous-région, les jeunes Africains et même au-delà, des jeunes à travers le monde. Je vais dire de voir des gens qui sont passés au travers des cursus, en tout cas, souvent dans des environnements pas si faciles, qui ont eu leur bac dans les différents lycées, en fait, où ils peuvent tous avoir eu leur bac et de pouvoir vraiment faire ce type de carrière, vraiment, en tout cas, de type de carrière à l'international et puis aussi de servir aussi, en fait, nos différentes économies. Mais enfin, je dirais vraiment chapeau. On a couvert beaucoup de sujets, vraiment, en fait, là, bon, je ne vais pas essayer d'aller au travers de tous ces sujets nécessairement, mais parce que, bon, vous avez vu la panoplie de choses que quelqu'un en finance quantitative peut faire. Donc, il peut faire la gestion, l'analyse du risque. Dans l'analyse du risque, on parle du risque. En fait, il y a plusieurs composants dans le risque. Je ne vais pas les répéter à nouveau. Il peut être dans la gestion du portefeuille, l'analyste vraiment pour supporter des gestionnaires de portefeuille. Il peut être dans la banque d'affaires pour tout ce qui est évaluation, en fait, d'entreprise. En tout cas, donc, vraiment, la panoplie est assez large, en fait, là, dans ce qui peut être fait. Moi, je dirais, en fait, là, que, bon, quand on fait la finance quantitative, en général, vous pouvez faire ce que celui qui a fait la finance simplement peut faire. En plus de ça, vous pouvez faire plus que ce que lui peut faire. Donc, si celui qui a fait la finance, tout simplement, en fait, là, pas trop d'aspect quantitatif là-dedans. Et encore que de nos jours même, en fait, faire la finance sans du quantitatif, ça aussi, c'est une question, c'est des questions à se poser. C'est pas si évident que ça. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites avec aussi. Et puis aussi, bon, je pense que comme Kwasi et Paul l'ont aussi bien dit, en fait, hein, pour réussir vraiment après, bon, une fois que vous avez votre formation, vous avez les techniques aussi. Bon, les modèles, ce n'est pas la réalité aussi de la vie. C'est ça, on essaie d'approximer la vie par des modèles mathématiques. C'est pour ça que ça prend une bonne compréhension aussi, en fait, là, de la finance, pour être sûr que, bon, quand l'environnement change, mais comment est-ce qu'on réagit quand notre modèle ne donne pas nécessairement ce qu'on voulait avoir nécessairement, parce que, bon, l'environnement a changé, ou bien les hypothèses qu'on utilisait pour faire les modèles ne sont plus les mêmes autres. Mais quand vous avez une bonne compréhension de la finance, ça vous permet quand même là de surmonter, en fait, là, ces différents éléments. Et au-delà même de la compréhension des chiffres, ou bien de la maîtrise des chiffres, ou même des techniques quantitatives, des mathématiques, mais il y a aussi le savoir-être aussi. Donc, comment se comporter avec les gens, comment être poli avec les gens, être humble aussi dans ce qu'on fait. Et puis bon, vous allez arriver dans des environnements où nécessairement ceux qui sont vos interlocuteurs ne sont pas nécessairement quantitatifs comme vous. Mais en même temps, il faut que vous arriviez à les avoir avec vous, à adhérer en fait là à ce que vous voulez faire passer comme message. Mais des façons de faire, il y a des façons de faire passer le message sans offenser les autres, mais où en même temps aussi, vous les avez en fait de votre côté aussi. Et donc ça, c'est vraiment les soft skills et autres qu'il faut aller chercher aussi, en tout cas. Et aussi, bon, il y a tout l'aspect de la curiosité aussi, en fait. Là, il faut être curieux, il faut chercher à apprendre. Et ce qu'on dit vraiment à l'université là-bas, nous, c'est ce qu'on dit, comme on essaie d'adopter le modèle nord-américain, on dit aux gens, hein, c'est-à-dire les étudiants qui sont là, ils peuvent vous en témoigner. Mais en général, il y a ce que vous apprenez en classe et puis il y a vous-même aussi le travail personnel que vous devez faire aussi, aller apprendre aussi. On vous donne la base, mais on ne peut pas tout apprendre à l'école aussi. Donc, mais ça, c'est la curiosité, mais il faut avoir une base pour pouvoir aller chercher un peu de plus. Là. Donc, en tout cas, sur ce, en fait, là, je vais m'arrêter sur les résumés, en fait, là, de ce qu'on a fait en tout cas, cet après-midi pour les uns et puis ce matin pour ceux qui sont au Canada ici. C'est ça. Et puis, ceux qui ont besoin de plus d'informations, en tout cas, si vous voulez plus d'informations ou bien vous êtes intéressé par les différentes spécialisations, en tout cas, qui sont offertes, mais passez-nous voir. Voilà, vous avez les contacts en face de vous là sur l'écran. Non, par email, par téléphone, à travers WhatsApp, ou bien carrément passez-nous voir en fait là sur le campus. Et puis bon, on va échanger avec vous. On va pouvoir répondre à vos questions. Et puis si ça peut vous aider dans votre prise de décision, tant mieux en fait là. C'est ça. Donc sur ce, en fait, bon, la séance va être terminée. Merci beaucoup vraiment, Paul. Et puis en tout cas, Kwasi, merci beaucoup vraiment de vous être prêté. Allez, merci. Voilà, c'est ça. Et puis Ibrahim, je pense qu'on a terminé. Hein? Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais. Ibrahim, est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que j'ai Ibrahim?
Oui, professeur, je suis là. Non, c'est bon, voilà, on appelle tout. Vous allez dire merci à tout le monde. Ok, d'accord, c'est ça. Merci beaucoup. D'accord, ok, merci beaucoup. D'accord, ok, parfait. Ok, Paul, merci bien. Et puis, ok, allez, merci. Bon après-midi. Allez, bon week-end. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est ça, ouais. Et puis, bon début de journée. Merci. Okay.